L'or noir du Sénégal est un livre sur le pétrole et le gaz au Sénégal, donc qui aborde les différents aspects, à la fois techniques, juridiques et ainsi économiques et les enjeux. Car il était important de mettre à disposition d'un maximum de nos compatriotes un outil qui est simple, qui certes traite d'un sujet à forte intensité technique, mais qui le traite de manière didactique, explicative. Et mon but en écrivant cet article, c'était justement de permettre au débat sur cette question de se faire de manière sereine et en partant des mêmes bases. Donc c'est un ouvrage qui est didactique et qui est plutôt adressé au grand public. L'industrie pétrolière est une industrie qui est fortement technique et qui est caractérisée également par le risque important en phase d'exploration. Car même si on donne des blocs à explorer via des contrats de recherche et de partage de production à des compagnies, il est important de savoir que ces compagnies viennent chercher et non pas directement exploiter. Et dans 85% des cas, cette exploration finit sur un échec qui est assumé par les compagnies. Donc, je voulais en fait, à travers cet ouvrage, montrer d'abord cet aspect technique fondamental qui est l'incertitude en termes de prospection géologique. Lorsqu'on cherche une ressource naturelle, on n'est pas sûr de la trouver, en tout cas lorsqu'il s'agit du pétrole ou du gaz. Les autres aspects également sont les aspects économiques, notamment les ordres de grandeur en termes de dépenses. Parce que un forage en haute mer peut coûter quelques dizaines de milliards de francs CFA. Installer tout le matériel nécessaire à la production, une fois qu'on a découvert, peut coûter plusieurs milliers de milliards de francs CFA. Donc c'est énormément d'argent et je voulais au moins expliquer quels sont les sous-bassements scientifiques, techniques, juridiques qui expliquent qu'on a certains types de contrats plutôt que d'autres. Évidemment, on a toujours la latitude de négocier des contrats avec des termes différents, mais le type de contrat qu'on a au Sénégal sont des contrats qui sont un peu standards dans le monde. Les autres aspects également qui sont importants, c'est des aspects qui sont liés un peu au transfert de technologie, mais aussi au fait que la plupart des recettes qui seront tirées du pétrole et du gaz iront dans les caisses de l'État. Et donc l'industrie pétrolière est caractérisée par le fait qu'une partie de l'argent va directement dans les caisses de l'État et l'État doit maintenant faire des arbitrages pour dépenser cet argent de manière intelligente et bien pesée. Et donc il est prouvé que plus une population est informée, mieux elle peut orienter les choix de ses dirigeants politiques pour pouvoir prendre les décisions avec l'argent du pétrole. Donc le but aussi c'était de faire prendre conscience aux Sénégalais de toutes ces problématiques pour qu'ils puissent après avoir les outils démocratiques pour que les dirigeants prennent les bonnes décisions. L'État du Sénégal, c'est ce qu'a déclaré le président de la République, a pris la décision effectivement de conserver 30% des revenus du pétrole dans un fonds souverain intergénérationnel qui va investir de l'argent et permettre donc de générer des revenus sur le long terme, en dehors des revenus qui viendront directement du pétrole. Je pense que c'est une décision qui est sage parce que beaucoup de pays ont adopté cette démarche. Je pense notamment au Koweït dans les années 70-80, mais également à la Norvège, qui est le cas le plus communément cité. La Norvège qui met, elle, 100% de ses revenus dans un fonds souverain qui investit maintenant à l'étranger exclusivement. Ça aussi, c'est une spécificité norvégienne. Dans le cas du Sénégal, prendre une partie, la conserver dans ce fonds et investir dans le pays ou à l'étranger est pour moi une bonne chose. Maintenant, lorsqu'il s'agit du pays, il faudrait peut-être investir plus dans les PME, PMI pour pouvoir générer de l'emploi parce que le pétrole directement ne réglera pas la problématique de l'emploi dans notre pays. C'est vraiment les investissements que nous ferons dans les différents secteurs de l'économie via ce fonds ou bien via l'utilisation de l'argent qui sera directement versé au budget qu'on arrivera à vraiment avoir un saut de valeur et à employer beaucoup de jeunes via l'agriculture et la transformation agroalimentaire notamment. C'est ce que je propose dans mon ouvrage. Je pense que nos concitoyens ne sont pas encore assez informés. Je le dis d'ailleurs dans l'introduction que
Depuis les découvertes de pétrole en 2014 suivies de celles de gaz en 2015, les Sénégalais ne sont pas assez ni bien informés. On peut le reprocher à l'État, dont la responsabilité est d'informer les citoyens, même si nul n'est censé ignorer la loi ni ce qui se passe vraiment dans son pays, mais également à la classe politique qui s'est saisie de cette affaire-là, pouvoir comme opposition, qui en a beaucoup parlé, mais qui pour moi n'a pas assez été dans le didactique. On est tout de suite allé sur des empoignades qui se justifient d'ailleurs parce qu'il est important de régler des questions de transparence, mais il est également du devoir des associations, des ONG et des partis politiques de digérer l'information technique, juridique, politique pour que le citoyen puisse faire son choix en connaissance de cause. Donc je pense que nos citoyens doivent être mieux informés, plus informés. Ça c'est une chose. L'autre chose c'est notre économie. Je pense que notre économie est assez diversifiée. Le Sénégal n'était pas un pays producteur de pétrole ou de gaz. Et la fameuse maladie hollandaise est le terme qui désigne l'installation de certains pays producteurs de pétrole ou de gaz ou de ressources naturelles de manière générale dans une économie de rente, c'est-à-dire qu'ils finissent par se reposer uniquement sur cette matière-là. Et je pense que notre pays, vu la quantité de pétrole et de gaz qui est découverte, mais aussi vu la diversification précédente de son économie, ne risque pas tellement d'être entraîné dans cette maladie-là. En gros, le pétrole et le gaz rapporteront quelques centaines de milliards par an, soit l'équivalent un peu de ce que récupèrent les recettes récupérées par la douane ou bien même équivalent de ce qu'envoie la diaspora sénégalaise. Donc ce sera des ressources en plus et notre économie, à mon avis, pourra l'absorber. Maintenant, il faudra faire des choix judicieux au niveau de l'État, notamment, comme je le disais tout à l'heure, dans les réinvestissements. Quant aux hommes d'affaires, notre secteur privé, s'il veut en tout cas avoir, via le contenu local, des opportunités d'affaires, il faut qu'ils se mettent à niveau d'une industrie qui est très exigeante en termes de sécurité, en termes d'hygiène, en termes de logistique. Et ce sera des investissements très très importants auxquels devront consentir nos hommes d'affaires, évidemment avec des politiques incitatives de l'État. Le Sénégal est confronté à une démographie qui est galopante, comme beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne. Je pense qu'en termes d'éducation et de santé, notre pays a beaucoup d'efforts à faire et cet argent-là, redistribué via le budget à la population, pourrait aller prioritairement à des secteurs comme l'éducation, la santé et l'emploi. Il y a 100 000 jeunes Sénégalais qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi et il est important que cet argent puisse servir à absorber, à transformer l'économie pour qu'elle puisse absorber tous ces jeunes Sénégalais qui sont en recherche d'emploi et de dignité tout simplement. L'autre question, c'est les enjeux environnementaux, même mieux je dirais écologiques, parce que l'environnement est un terme qui renvoie à ce qui nous entoure, alors que l'écologie est plus une approche systémique qui nous place comme étant un élément dans un grand tout. Et nous sommes effectivement un élément dans un grand tout. J'ai beau être géologue, donc plutôt enclin à l'exploration pétrolière, mais la question écologique est également centrale pour nos pays dans les années à venir. Et dès maintenant, on voit la bombe écologique qui est la baie de Han. Donc pour moi, l'argent du pétrole devra également être réinvesti dans la transition écologique de notre pays, transition écologique et énergétique également. Il faut continuer à diversifier le mix énergétique et aller vers plus d'énergie renouvelable. Enfin, il y a tous les enjeux de transparence, évidemment, éviter les conflits d'intérêts, et ça, on doit aller vers ça, j'en parlerai, et aussi veiller à ce que ce secteur-là qui a causé beaucoup de malheur dans des pays africains lors des décennies passées, ne fasse pas de même au Sénégal parce que nous sommes une exception, on va dire, démocratique et nous devons également être une exception dans l'exploitation de ces ressources-là et je suis convaincu que nous pouvons l'être. Les contrats pétroliers sont issus de négociations entre deux parties, entre l'État et une compagnie qui arrive. Et dans notre pays, l'État, lorsqu'il veut octroyer un bloc pétrolier, il le donne à un contractant, une équipe formée par la compagnie et notre société nationale qui est Petrosen. Donc l'État signe un contrat de recherche et de partage de production avec ce contractant. Dans ce contrat, il y a des négociations, il y a un partage de la production selon des volumes de production quotidiens
Et les pourcentages sont négociés au cas par cas. Évidemment, ça peut laisser beaucoup d'écart d'un contrat à l'autre. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel on doit mettre des bornes inférieures et supérieures pour éviter les grandes disparités. L'autre chose, c'est la qualité, on va dire, des recherches qui sont menées. Si une compagnie s'engage à faire beaucoup de travaux, c'est dans l'intérêt du Sénégal ou de tout autre pays, car on peut mieux connaître notre sous-sol et après mieux négocier les contrats futurs. Donc il peut arriver qu'une compagnie peut-être fasse une offre financière moins importante, mais si elle s'engage à explorer plus et à faire plus de forage, plus de sismique, peut-être que l'État aura tendance à prendre ce contrat-là plutôt qu'un autre. Donc il y a aussi tous les aspects liés à la protection de l'environnement et à la responsabilité sociétale des entreprises. Une entreprise qui s'engage à être très présente auprès des communautés est peut-être à privilégier plutôt qu'une entreprise qui ne s'engage pas aux côtés des communautés comme il le faudrait. Enfin, notre pays, en tout cas dans tous les contrats qu'il signe, demeure majoritaire dans le partage de la rente pétrolière, c'est-à-dire dans les bénéfices de l'exploitation pétrolière. Mais avant de partager des bénéfices, il faut déduire les coûts. Or, dans la surveillance des coûts, notre pays fait face à un challenge très important. Beaucoup de compagnies pétrolières ont tendance à un peu surévaluer les coûts. Je ne dis pas que ce sera le cas des compagnies qui sont ici, mais en tout cas, c'est une pratique qui est assez répandue dans le monde. Et il est de la responsabilité de l'État, de Petrosen, de la direction des hydrocarbures, du ministère du pétrole et des énergies, de la douane, de tous les services en tout cas qui seront impliqués dans les contrôles, de contrôler les coûts, de faire des audits très rigoureux, de lutter contre la corruption pour que les coûts soient estimés à leur juste valeur afin qu'on puisse partager un maximum de profit entre l'État et les compagnies. Parce que si les coûts sont surévalués, notre rente à nous, notre part à nous sera trop petite et là, nous ne pourrons pas avoir assez d'argent pour investir dans la santé ou dans l'éducation. Ce qu'il faut savoir, c'est que Total a signé un contrat de recherche et de partage de production avec l'État du Sénégal dans le bloc de Rufisque Offshore Profond. Donc, ce bloc-là est un bloc qui est encore plus profond que celui de Sangomar, où a été découvert le gisement pétrolier de SNE par Cairn et maintenant épaulé par Woodside, Phare et Petrosen. Plus vous allez en profondeur et moins vous explorez une zone avant, moins vous connaissez cette zone et donc vous avez tendance à dire que pour attirer des investisseurs, je vais avoir des marges, en tout cas des marges en termes de partage de production qui sont grandes. Parce que si vous êtes dans des zones que vous connaissez un peu plus, là vous pouvez vous dire, je maîtrise mieux la géologie, je maîtrise mieux certains aspects des réservoirs peut-être avec des explorations précédentes. Donc je peux avoir des seuils de partage de production qui sont plus petits. Je pense que c'est cette logique qui a guidé au fait qu'il y ait des seuils de partage de production qui sont grands. Maintenant, effectivement, le critère de partage de production en lui-même est arbitraire parce que le volume, pardon, est arbitraire. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas savoir a priori quel type de gisement vous allez découvrir. Vous ne pouvez pas savoir avant de l'avoir découvert quel type de gisement va produire combien de barils par jour. Donc, le fait de fixer des volumes de production part plus sur une volonté d'attirer des investisseurs que sur une volonté géologique. Mais concrètement, si on utilise ce critère, on est obligé de fixer des seuils. Or, il y a d'autres critères de partage de production et moi, c'est ces critères-là que je propose dans mon ouvrage. C'est notamment un critère qu'on appelle le facteur R qui permet en fait de prendre en compte les investissements globaux et la rentabilité globale du projet pour pouvoir maintenant partager la production. Donc dans ce cas, on prend non seulement en compte les volumes de production, mais a posteriori, pas a priori, mais aussi on prend en compte le prix du baril et d'autres aspects. Ce sont peut-être des choses qui sont un peu compliquées, mais plus le critère est simple, un volume de production est assez simple à savoir, plus c'est facile pour l'État de négocier comme ça, mais plus la dose peut-être d'inconnu ou d'arbitraire est importante. Donc je ne pense pas que sur ce point en particulier, Total était avantagé, c'est parce que aussi ils sont dans une zone qui est un peu inconnue. Maintenant, il faut à mon avis aller vers des critères qui prennent en compte plus des réalités de production a posteriori parce que maintenant nous ne sommes plus une terra incognita, nous sommes un pays qui a découvert du pétrole et on doit gagner plus avec les contrats que nous signons, c'est une évidence.
En tout cas, dans tous les contrats qui sont signés par l'État et auxquels j'ai eu accès, donc qui sont sur le site de l'ITIE, Initiative pour la transparence des industries extractives, donc dans tous les contrats signés par l'État du Sénégal, l'État est majoritaire dans la rente pétrolière, c'est-à-dire dans les bénéfices, dans le partage des bénéfices. Pour moi, si en étant un pays attractif, donc avec le code pétrolier signé en 1998, on arrive à signer des contrats où on est majoritaire dans la rente, pour moi, c'est satisfaisant. Maintenant, ce n'est pas parce que vous êtes majoritaire que vous n'auriez pas pu avoir plus. Et notamment, lorsque votre bassin commence à devenir intéressant. Vous pouvez, avec un bassin qui est intéressant, qui commence à faire ses preuves, essayer de négocier pour avoir de meilleurs taux. Donc on peut toujours avoir mieux, ça c'est sûr. Je pense qu'il faut pousser l'État à aller vers plus et la vigilance citoyenne et politique va dans ce sens. Mais le fait est que, et ça tout le monde peut le voir, dans tous les contrats qui sont signés, l'État est majoritaire. Maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement le fait d'être majoritaire dans la rente qui est important. Je donne un exemple simple et rapide. Si la production totale d'un gisement peut rapporter 10 milliards de dollars et que nous nous retrouvons avec des coûts pétroliers déclarés de 7 milliards de dollars, il ne reste plus que 3 milliards, c'est-à-dire 10 milliards moins 7 milliards à partager. Donc même si nous sommes majoritaires dans les 3 milliards, ce n'est que 3 milliards sur 10. Donc l'enjeu véritable pour moi, en tout cas, en tant que technicien et en tant que citoyen qui veut que son pays gagne le maximum d'argent, l'enjeu pour moi est la minimisation des coûts pétroliers. Il faut maîtriser les coûts. Car si on maîtrise les coûts, le pourcentage qu'on a négocié dans les contrats et dans lequel on reste majoritaire sera un volume important d'argent. Or, si nous ne surveillons pas les coûts et que nous voulons juste avoir des pourcentages importants dans le partage de la rente, même si on a 90% de 1 milliard, peut-être qu'il vaut mieux avoir 50% de 5 milliards. Donc c'est ce que je dis. Pour moi, c'est les coûts qui doivent essentiellement être maîtrisés, même s'il faut gagner aussi. Il faut continuer à se battre pour avoir encore plus dans les profits. Ce qu'il faut savoir, c'est que Petrosen fait partie de l'exploitant. Petrosen est une compagnie nationale sénégalaise détenue à 100% par l'État du Sénégal. Petrosen, entreprise par laquelle je suis passé d'ailleurs. Si Petrosen est dans l'exploitant, Petrosen participe à la validation de toutes les décisions, même si Petrosen est minoritaire au sein de l'exploitant. Donc, l'État, non seulement l'exploitant lui soumet tous ses plans, mais l'État a un élément dans l'exploitant qui s'appelle Petrosen, qui aussi, a priori, est chargé de défendre les intérêts de l'État dans l'exploitant. Donc l'État ne peut pas dire qu'il ne sait pas. Maintenant, l'État doit mettre les moyens humains pour renforcer Petrosen, renforcer sa direction des hydrocarbures, pour qu'on puisse avoir un esprit critique, un regard critique sur les plans de développement qui nous sont par exemple proposés. Parce que c'est surtout là-bas où la majorité des dépenses recouvrables, c'est-à-dire les investissements, sont faits. Il faut que l'État du Sénégal, via ses services, puisse challenger les coûts. Je donne un autre exemple. Si vous voulez juste faire une maison pour dormir et que vous avez un architecte qui vient et qui vous dit « je peux vous mettre un ascenseur dans cette maison », un monte-repas qui part directement de la cuisine à votre chambre, des escaliers en marbre sertis de diamants, vous allez payer très cher. Or, peut-être vous n'avez pas besoin de tout ça. Donc, l'État du Sénégal doit, dans les mois à venir, et pour ça il n'est pas trop tard, doit être capable d'avoir un regard critique sur les plans de développement qui lui sont proposés, essayer de minimiser les coûts, et une fois que ces plans sont validés par des décisions finales d'investissement, l'État doit également continuer une surveillance stricte des coûts récupérables. Parce que si une compagnie dit que l'achat d'un climatiseur pour un ingénieur géologue qui vit aux Almadies est un coût récupérable, imputable aux opérations pétrolières, si les compagnies le disent, l'État n'est pas obligé de l'accepter. Donc il y a un peu cette bataille aussi que l'État doit gagner, mais ça c'est a posteriori. Mais a priori, il faut déjà être capable de challenger les plans et pour ça, il faut effectivement trouver de l'expertise nationale, donc des jeunes Sénégalais, des ingénieurs ou des gens expérimentés qui sont dans la diaspora, mais il faut également recruter de l'expertise étrangère s'il le faut, et ça aussi c'est une chose que l'État doit faire. Il y a quelques points qui me sont chers, et notamment le fait que la législation pétrolière doit être changée. C'est
le cas. Le gouvernement a récemment donc, dit lors de la concertation nationale que le code pétrolier allait être modifié et que ce code doit être modifié, pour permettre à l'État de signer de meilleurs contrats. On doit avoir une part encore plus importante dans les profits pétroliers. C'est le cas dans tous les pays qui ont découvert du pétrole et une législation pétrolière doit être flexible. Elle doit attirer quand il le faut, mais aussi elle doit demander quand elle le peut. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'il faut aller vers des mécanismes de transparence. Il faut aller vers des appels d'offres exclusifs. Maître Mame Adama Gueye l'a proposé. Il semble que l'État va dans ce sens également pour l'attribution des blocs pétroliers, qui jusqu'à aujourd'hui se faisait sur une base présidentielle assez discrétionnaire. L'autre problème, c'est également la question de la parenté, des conflits d'intérêts potentiels ou avérés liés à la parenté. L'affaire Aliou Sall a ému beaucoup de Sénégalais et je pense que pour éviter ça à l'avenir, même si il peut y avoir conflit d'intérêts ou pas, en tout cas pour l'éviter à l'avenir, il faut que les dirigeants de notre société nationale, de nos ministères, le chef de l'État, le chef du gouvernement, ne puissent pas avoir des membres de leur famille qui sont à la tête de compagnies de services ou compagnies pétrolières. Je pense que en tout cas, ce serait une preuve de transparence totale par rapport à ce qui se passait dans d'autres pays comme l'Angola, comme le Gabon ou le Congo. C'est ce que je propose en tout cas dans mon ouvrage. L'autre chose, c'est avoir un accès décentralisé à la rente pétrolière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'argent du pétrole ne doit pas aller exclusivement dans les caisses de l'État. Il faut qu'il y ait une partie qui puisse aller directement aux collectivités territoriales. En tout cas, pour moi, ce serait symboliquement important que chaque commune du Sénégal puisse voir dans une ligne budgétaire revenus issus de l'exploitation du pétrole et du gaz. Donc pas beaucoup, quelques pourcents, 2-3%, pour avoir ce que j'appelle une redevance sociale et écologique, donc qui reprend l'acronyme RSE, qui va structurer la RSE, éviter que ce soit juste philanthropique, donc à la discrétion des compagnies, et que ça puisse être investi dans des activités qui sont décorrélées de l'industrie pétrolière. Parce qu'il ne faut pas que tout notre pays, ou en tout cas les zones où il y a de l'exploitation, tournent toute leur économie vers le pétrole et le gaz. Ce qui va se passer, c'est que lorsque ces ressources se tariront, lorsqu'elles seront épuisées, ces zones-là n'auront plus cette résilience pour rebondir parce qu'elles seront totalement engagées dans la chaîne de valeur pétrolière. Or, pour moi, il est important d'avoir dans ces zones-là de l'agriculture écologique, de l'aménagement du territoire qui est différent, qui met en valeur le terroir, de l'emploi des jeunes, de la recherche dans les universités, je pense notamment à l'UGB, à Saint-Louis. Donc il y a tout ça qui pour moi justifie un accès décentralisé à la rente pétrolière. Enfin, il y a une chose aussi qui est extrêmement importante, c'est la transition énergétique et écologique, je le disais tout à l'heure. Notre pays doit savoir que ces ressources sont épuisables. Ce sont des ressources qui n'existeront plus dans 40 ou 50 ans. Et il est important que dans 40 ou 50 ans, nous ne puissions pas être à la remorque du monde dans lequel vivront nos enfants. Il faudrait que nous puissions rivaliser en termes d'accès aux énergies renouvelables, en termes de compétition, en tout cas d'émulation technique avec la recherche fondamentale, pour pouvoir nous aussi contribuer à l'effort scientifique mondial par rapport à une meilleure gestion de la planète, une gestion plus raisonnée, une gestion écologiquement plus durable. Et il faudrait aussi que l'on aménage autrement nos villes, que Dakar respire mieux, que Saint-Louis soit un exemple d'écologie, que Kaolack soit propre. Et je pense que l'argent du pétrole doit également aller dans ce sens, c'est-à-dire utiliser l'argent de ressources fossiles et épuisables pour aller vers une société qui, elle, est plus durable. C'est vraiment le cœur de cet ouvrage et c'est une conviction que je porte au plus profond de moi-même.